je dis, ça pénalise les Congolais. Ça pénalise, ça bloque la création de la classe moyenne. Oui. Et de ce fait, si nous sommes bloqués outre mesure avec cela, nous ne pourrons pas aider non plus le chef de l'État pour créer cette classe moyenne. Merci beaucoup Samuel Yamougou d'être venu. Vous êtes très, on va dire, passionné par le Congo et la sécurité, le petit commerce. On viendra nous voir ici très prochainement. Merci. On marque la pause dans quelques instants. Nous viendrons pour l'éditorial de Fabien Lumbala. Et puis, comme vous le savez, il y a toujours du café. Hein. Vous voyez, le futur député, on l'espère, est toujours avec son café. A tout de suite pour l'éditorial. Batata, bamama, mbote mini na benu nyonso, benuke na landa télé 50. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. 48 heures après le vote, les différentes missions d'observation électorale en RDC ont fait le point sur le déroulement du scrutin. A déclaré à la Cour avoir été arrêté le 11 avril sous les bombes françaises. Laurent Gbagbo accuse ainsi la France. Joseph Kabila Kabango qui va briguer son second mandat à la tête du pays est un homme avec une histoire et un parcours. Le réalisateur a réussi, le président syrien fait également en cause de bilan de 4 000 morts. À cette édition du journal, merci de votre fidélité et de nous suivre également sur Internet. Télé 50, simplement congolais. Bienvenue, retour sur ce plateau avec l'invité cette fois-ci, qui était directeur de cabinet de l'ancien secrétaire général de CPP, comité du pouvoir populaire, Laurent Désiré Kabila. Bienvenue, monsieur Lefele Albert. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. On commémore aujourd'hui la mort de Mzee. Vous étiez un peu, je dirais, dans l'entourage de Mzee. Vous étiez directeur des cabinets de secrétaire général du CPP. Qu'est-ce que vous retenez, vous, parce que vous étiez vraiment très proche de Mzee? Ça vous arrivait de le rencontrer? Oui. Oui. D'abord, quand j'étais enfant, hein, quand nous étions encore très petits, oui, à Lubumbashi, où je suis né, il était ami à mon grand frère. Ils étaient ensemble à l'Institut Saint-Boniface, au secondaire, et moi j'étais au primaire. On se voyait. De quel homme était-il, Mzee, hein, lorsqu'il était jeune? Il était comment? Oh, très communicatif, hein, très gentil, très préoccupé du bien commun, un peu miteux comme ça. Hein. Ah oui? Oui. Il avait un esprit un peu plus, on va dire, messianique. Un peu. Un peu, il pensait plus oui, à l'ambition du Congo. Voilà, voilà, déjà. Parce qu'à 18 ans, il est déjà dans le bain. Hein. Il est à 18 ans? À 18 ans. Il était déjà militant à 18 ans? Il était militant de la jeunesse du mouvement national congolais, de Lumumba. Oui. Alors comment un Katangais peut s'intéresser au MLC de Lumumba de loin comme ça, parce que Lumumba était quand même à Kinshasa avec les politiciens. Lui, jeune là-bas, comment il faisait cette fibre? Il était anticolonialiste aussi comme Lumumba? Ah, tout à fait. Tout à fait. Oui. Anticolonialiste, anti-néocolonialiste, anti-recolonisation. Anti-impérialiste aussi? Ah oui. Ah, oui. Il ne branchait pas sur ça. Alors, dans la pensée collective du Katanga,
Quelle image Mouzé a laissé aujourd'hui? Qu'est-ce que les Katangais pensent de Mouzé? Bon, en général, vous savez, c'est le nôtre, hein? Le nôtre d'abord qui prime. Il vous manque d'abord? Parce que les Katangais, en général, je ne dirais pas du mal d'eux, ils sont fédéralistes. Le musée était unitariste. Entre le nord et le sud Katanga? Il était d'abord militant des Baloubakat. Hein, oui. Hein, proche des Sendoué. Des Sendoué, Jean-François Sendoué. Oui. Et finalement, il a compris que les idéaux de Lumumba étaient beaucoup plus attirants pour lui. Et si, il a fait partie. Vous le verrez même dans la première insurrection populaire armée, on les liste. Oui. Il est aux premières loges. Hein. Il est vice-président du CNL. Il dirige le front de l'Est, tandis que Moulele dirige le front de l'Ouest. Déjà à 20 ans. À 20 ans, il était leader déjà pour diriger en fait une insurrection. Le Conseil national de libération du Congo, qui était formé à Brazzaville par... avec Yoro Jandombassi et voilà, tous ces gens-là. Chez Kitundu aussi qui était à l'époque. Alors, j'aimerais savoir, Albert Ilifele, aujourd'hui, plus de 10 ans après la mort de Mouzé, nous sommes à 11e année, on a parlé tout à l'heure avec un chef coutumier par rapport à ce qu'il a pu incarner comme combat. On a dit, c'est le retour du Congo, la parenthèse du Zaïre, incarné par le maréchal Mobutu, et on vous apporte un peu de café. Je ne sais pas si vous prenez du café. Non, moi c'est du thé. Voilà, du thé. Alors madame, si vous pouvez apporter du thé à M. Ilifele, ça serait bien. Alors, aujourd'hui, cet héritage des musées, il est dilué dans la démocratie ambiante actuelle. Est-ce qu'il reste encore de CPP, Comité du pouvoir populaire, c'est-à-dire le pouvoir à la population, parce que vous êtes directeur des cabinets quand même, c'est général. Comment vous le ressentez aujourd'hui dans le Congo d'aujourd'hui? Bon, d'abord, CPP, il faut le savoir, c'était son projet de société. Bon, il était incompris. Incompris, d'abord le titre de son projet, c'était l'État du peuple. Hein? Donc, les comités du pouvoir populaire, c'était les gouvernements locaux. Parce que dans ce projet, il insiste sur la démocratisation. À la base. À la base. La décentralisation, en fait. La démocratisation. Donc, confier le gouvernement, le pouvoir de gouverner à la base, aux souverains. Parce que quand on fait le suffrage universel, il y a une fracture démocratique qui se crée entre les électeurs et les élus, qui usurpent le pouvoir par le suffrage et gouverne d'en haut. D'en haut, il a fait même des calculs très poussés. Il est rejoint actuellement par des philosophes occidentaux. Oui. Mouzé a trouvé qu'il y avait seulement 0,2% des gens qui profitaient de la démocratie. Des gens qui étaient au Parlement, au gouvernement, etc. Dans les institutions. Dans les institutions. Et tout le reste du pays, tout le reste la grande était population, écarté, quitte à voir en 5 ans après. C'est-à-dire que vous élisez les gens, ce sont vos représentants, mais en réalité, c'est qu'ils profitent de la démocratie et tout le reste de la population. Ils usurpent votre pouvoir et se substituent à vous. Ça, c'est le terme. Est-ce que, vous avez dit tout à l'heure qu'il était incompris, est-ce que ce n'était pas du populisme un tout petit peu? Non. C'est parce que le projet était insuffisamment bien expliqué. Il n'avait pas le temps. Il a commencé à expliquer son projet en janvier 1999. Hein, nous étions déjà en pleine guerre. Sa principale préoccupation était défendre le pays. La pacification du pays. Oui. Enfin, la défense du pays. La défense du pays. Oui. Mais il a commencé quand même à expliquer son projet. Moi qui suivais de très près ce projet, parce que j'étais directeur de projet, CPP. Oui. Alors, il commence à expliquer le projet en janvier jusqu'en décembre. L'année prochaine, bon. On l'a tué. On l'a tué. Mais justement, pourquoi à un moment donné, on a pensé que CPP, c'était devenu le parti-État, c'était devenu quelque chose de folklorique où on faisait parler des gens sans pour autant les rapporter de la matière. Pourquoi ça a été mal compris? Oui, justement parce qu'on n'avait pas... Vous voyez, on n'avait pas eu le temps. On n'avait pas eu le temps. Hein. Bon, lui, il travaillait surtout mentalement. Hein. C'était
Solzhenitsyn, congolais. Lui, mentalement, il avait tous ses discours par cœur. C'était un idéologue né. Oui, c'était un grand idéologue. L'idéologie qu'on ne lui prête pas le communisme, il n'était pas communiste. Il n'était pas communiste, il était tout simplement nationaliste. Lui, moi je l'ai suivi de très près, nationalisme africain, voilà, intransigeant. Thé. Voilà, madame vous apporte votre thé. Merci. Prochainement, on saura les goûts des uns et des autres. Merci, madame. Oui. Ok. Oui. L'idéologie du nationalisme africain est intransigeant, anticolonial, anti-néocolonial et anti-récolonisation. Ça, c'est son idéologie. Il n'est ni à gauche ni à droite. Mais justement... C'est pourquoi on n'a pas compris avec Che Guevara. Che Guevara communiste, quand il l'a trouvé au maquis, et ça n'a pas marché parce que Che Guevara voulait ouvrir... C'était compréhension avec Che Guevara. On a dit oui, Che Guevara disait, oui, Mzee n'avait pas compris à la guerre contre l'impérialisme, etc. Et qu'il fallait peut-être beaucoup plus être radical. Non, mais c'est parce que Che Guevara voulait ramener au Congo le front. Donc, c'est-à-dire le champ de bataille entre le bloc occidental et le bloc communiste. Comme c'était un peu la guerre mondiale. Oui, comme ils ont failli le faire à Cuba. La Russie contre les États-Unis. Tout à fait. Cuba. Oui. Alors, Mzee a compris cela. Il a dit non, nous, ce n'est pas utiliser notre révolution pour faire une conquête du communisme sur l'axe continental. Il a dit non, nous faisons la reconquête du pouvoir qui nous avait été arraché par la force. Par la mort de Lumumba. Oui, c'est-à-dire... Oui, c'est-à-dire le coup d'État du 14 septembre 1960. C'était ce que Lumumba disait. On veut imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. Oui. Voilà. Donc, pour Mzee, c'est le 14 septembre 60 où le peuple a perdu son pouvoir. Voilà. Il fallait reconquérir. C'était le sens du combat de Mzee. Voilà. Il fallait reconquérir ce pouvoir-là. Voilà. C'était ça. Mais il n'était pas dans le communisme, l'histoire. Il avait certaines solidarités quand même. Il était un peu un type de gauche, c'est-à-dire un type qui, pour tous les plus pauvres. Mais l'idéologie communiste, je ne pense pas. Il n'était pas communiste. Alors, dernière question, parce qu'il faut qu'on laisse place aux informations. Aujourd'hui, tous les anciens collaborateurs de Mzee, comme vous, est-ce que vous êtes plus nostalgique de l'homme ou vous êtes dans l'attente de cette résurgence de combat de Mzee, des combats nationalistes? Bon, moi, personnellement, je ne sais pas ce que pensent les autres. Oui. Personnellement, je me suis reconverti aux écritures. Je suis devenu écrivain sociologue. Écrivain? Oui, écrivain sociologue, j'écris. Vous avez publié un peu? Non, vous savez, notre pays n'a pas d'institution pour financer les écrivains. Oui. Le premier livre que je voudrais sortir, c'est L'État du peuple de Mzee Laurent-Désiré Kabila. Et je voudrais contacter la fondation. Déjà, justement, on invite la fondation, si vous voulez bien qu'on en parle hors antenne. Oui. On en parlera pour que la fondation puisse vous aider à coucher ces écrits qui sont parfois très importants pour la continuité, la pérennité de la pensée de Mzee. Moi, personnellement, je n'ai rien à reprocher au Raïs. Oui. On a entendu certains dire ce pouvoir actuel n'a rien de Mzee. Non, on aurait dû commencer par là. Oui. J'aurais pu démontrer les aspects pertinents de la filiation des 5 chantiers au projet de société de Mzee. Mzee, dans les 3D, les missions essentielles de son projet de société, D comme des démocratisations globales de la société, D comme développement intégral du Congo. Dans le développement intégral, il parle de la modernisation des villages. Bon, nous avons entendu Raïs annoncer déjà la transformation des villages. Exact. Bon, c'est déjà... Et ensuite... Le 3e D. Le 3e D, c'est la défense des acquis de la démocratisation et du développement. Bon, alors... Si c'est ça pas la continuité de Mzee, je me demande, c'est autre chose. En tout cas, merci beaucoup. On vous invitera très prochainement, Albert Lefele, pour venir, en tout cas, parler de la pensée de Mzee, parce qu'on a l'impression que vous la maîtrisez
comme vous avez été vraiment dans le précaré, Oui. ça serait un peu en longueur. Ce matin, c'était plus pour faire référence en quelque sorte